Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je souffre de schizophrénie. Avant de tirer des conclusions hâtives à mon sujet, avant que le mot schizophrénie ne fasse ressortir les préjugés qui y sont associés et ne vous fasse penser à des tueurs en série, des auteurs de fusillades de masse et autres, laissez-moi clarifier certaines choses. Je ne suis pas Norman Bates. Je ne suis pas Ted Bundy. En réalité, la plupart des personnes atteintes de cette maladie fuient la violence. Je n'ai pas de personnalité multiple. Le trouble dissociatif de l'identité est une maladie complètement différente de celle dont je souffre. La plupart du temps, je suis comme vous. Je vais au travail, je regarde la télévision, je lis des livres, j'écoute de la musique, je m'adonne à mes loisirs et je passe du temps avec les personnes que j'aime. Il m'arrive simplement, de temps en temps, de voir et d'entendre des choses qui ne sont pas vraiment là. Quand cela arrive, quand j'ai des hallucinations ou que j'entends des voix, je qualifie ces épisodes d'interférences, car c'est ainsi que je les ressens. Ce sont des interruptions dans ma vie quotidienne. C'est aussi un bon moyen pour moi de signaler à une personne de confiance, qui connaît mon état, que je suis en pleine crise sans avoir à utiliser ce mot. Je leur dis simplement « Je suis désolé, il y a des interférences », et ils comprennent. Tout le monde n'est pas compréhensif. Mon père faisait partie de ces personnes. J'ai été diagnostiqué très jeune. Je n'avais que 6 ans lorsqu'un pédopsychiatre a inscrit à contre-cœur « schizophrénie » sur mon dossier médical. Ce n'est pas un diagnostic qui se pose à la légère, surtout chez les enfants. La plupart des personnes atteintes de cette maladie ne commencent à présenter des symptômes qu'à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. J'avais 6 ans. Cependant, d'une manière étrange, je considère cela comme une bénédiction. Je n'ai jamais eu à vivre le phénomène déconcertant de mener une vie normale pour soudainement voir le tapis se dérober sous mes pieds. Mieux vaut n'être aveugle que de perdre la vue plus tard dans la vie. Je n'ai jamais connu autre chose. Il m'a également fallu beaucoup de temps pour accepter ma maladie et apprendre à vivre avec. Je prends des médicaments et tant que je continue à les prendre, la plupart de mes journées sont aussi ennuyeuses et banales que celles de tout le monde. Il y aura toujours des épisodes légers, mais les épisodes graves, ceux qui atteignent un niveau de 8 ou plus, sont rares. Le plus difficile dans la vie avec la schizophrénie, c'est de ne pas toujours pouvoir distinguer le réel de l'irréel. Parfois, c'est très clair. Si je vois un éléphant violet faire du tricycle dans mon salon, je peux facilement supposer que ce n'est pas réel et ne pas y prêter attention. Ce sont les cas les plus subtils qui me perturbent. Répondre à un téléphone qui ne sonne pas, répondre à quelqu'un qui m'appelle alors qu'il n'y a personne, essayer de m'asseoir sur une chaise qui n'existe pas. Ce genre de choses peut être extrêmement embarrassant lorsqu'elles se produisent en public. C'est pourquoi j'ai tendance à rester à l'écart de la plupart des gens. Je sais que je peux paraître effrayant pour certains. Étrange. C'est comme s'ils savaient qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Une autre chose agaçante à propos de cette maladie, ce sont les délires. J'ai toutefois eu de la chance. Je n'ai pas été tourmenté par des délires comme certains schizophrènes. Je ne crois pas que le gouvernement ait implanté une puce dans mon cerveau ou que j'ai été enlevé par des extraterrestres. Je ne crois pas aux théories du complot ou à quoi que ce soit de ce genre. Cependant, ce danger existe toujours. J'ai toujours peur de sombrer dans la folie, alors j'évite tout ce qui pourrait la déclencher. Parfois, il suffit d'une simple idée pour que cela s'enracine. Un mot, une phrase. Ce ne sont pas toujours des éléphants violets. Souvent, c'est quelque chose de bien pire. Une chose que j'évite par-dessus tout, c'est la religion. Je ne veux pas paraître irrespectueux envers les personnes croyantes. Une illusion courante chez les schizophrènes est de croire qu'ils entendent la voix de Dieu ou que leurs hallucinations sont en réalité des anges ou des démons qui tentent de leur montrer des visions. Certaines personnes bien intentionnées m'ont même dit que je n'étais pas du tout malade mental, mais que j'étais doué, que je peux voir le monde spirituel, contrairement aux autres. Bien sûr, c'est ridicule, ce n'est pas un don. Pourtant, j'ai peur de finir par y croire un jour. Qui ne voudrait pas croire qu'il est spécial de cette manière ? Je suppose que c'est pour cela que c'est si courant. Pourtant, c'est une façon de penser très dangereuse. Aussi séduisante que soit l'idée d'être choisi par Dieu, la réalité est que je suis malade. Ce n'est pas joli, ce n'est pas romantique, c'est simplement ainsi. En outre, je n'ai pas un très bon bilan en matière de religion. Mon père, dont j'ai parlé plus tôt, était pasteur baptiste dans une région reculée de Louisiane, où j'ai grandi. C'était un chrétien fervent, qui imposait des règles strictes à sa famille.
moi y compris. Nous étions des modèles pour la communauté, et il prenait ce rôle très au sérieux. En public du moins. En privé, les choses étaient très différentes. Mon père buvait beaucoup, et avait un tempérament colérique. Mais cela allait encore plus loin. Il y avait en lui une méchanceté que le reste de la congrégation ne voyait jamais. Il se délectait de son pouvoir sur ses fidèles, et cela se répercutait fortement sur notre vie familiale. Nous n'étions pas sa famille, nous étions son troupeau. Tu vois cette cicatrice au coin de ma bouche ? Elle m'a été infligée avec un morceau de fil barbelé. Je pourrais aussi te montrer mes bras et mon dos, mais je les garde couverts. Peu importe le temps qu'il fait, je porte toujours des manches longues. Mon père n'a pas bien pris la nouvelle qu'il avait un fils schizophrène. Au début, il ne croyait pas que cela existait. Il était convaincu que je me comportais ainsi pour attirer l'attention, prétendant voir des choses qui n'étaient pas réelles. Puis cela a pris une tournure plus sinistre. Mon père s'est mis en tête que j'étais en fait possédé. Les hallucinations étaient des visions sataniques. J'entendais la voix du diable. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être un être humain aux yeux de mon père. Je n'étais plus son fils. J'étais une chose qui pouvait tourmenter quand bon lui semblait. Il prenait un malin plaisir non seulement à me torturer physiquement, coups, brûlures, étranglements, coupures, mais aussi psychologiquement. Il avait cessé de m'appeler par mon prénom et utilisait à la place des surnoms tels que Schizo ou Hellspawn, son préféré. Il aimait profiter de mon état psychologique fragile. Il disait ou faisait des choses qu'il savait susceptibles de déclencher une crise, puis s'en servait comme preuve supplémentaire que j'étais possédé par le diable. Un jour, alors que j'avais environ 7 ans, il est rentré à la maison ivre, comme d'habitude, mais cette fois-ci il tenait quelque chose dans sa main gauche en titubant vers la porte d'entrée. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un rongeur mort, mais lorsqu'il l'a exposé à la lumière, j'ai compris. C'était un ours en peluche, déchiré par endroits, avec la fourrure emmêlée et des zones dégarnies. De sa voix rauque et pâteuse, il me l'a jeté au visage en disant « Tiens, voilà, sale démon, je l'ai récupéré dans la poubelle pour toi. Fais gaffe, il a son propre esprit. » Suite à ces mots, il s'est affalé sur le canapé et s'est évanoui. Une volonté propre, c'est tout ce qu'il fallait. Cette simple phrase. Une graine était semée. Je regardais la chose défraîchie que mon père m'avait lancée. Elle empestait. Je le crus quand il dit qu'il l'avait trouvée dans les ordures. Ma première réaction fut de la jeter. Dans quelques heures, mon père ne se souviendrait probablement même plus qu'il me l'avait donnée et ne la regretterait pas. Mais si c'était le cas, et s'il se mettait en colère parce que je l'avais jetée? Garder une peluche puante et pourrie me semblait plus attrayant que la punition que mon père pourrait m'infliger, alors je l'ai emporté dans ma chambre. C'était sans doute une sorte de jeu psychologique. Il voulait voir combien de temps il pourrait me faire garder cette chose, me faire dormir avec, me faire l'emporter à l'école, m'obliger à manger avec. Parmi ces petites tortures, celle-ci semblait assez bénigne, alors je me suis dit que je pouvais la supporter. Après tout, ce n'était qu'un vieil ours en peluche. Mais ces mots continuaient à s'insinuer dans mon esprit, comme s'ils avaient leur propre volonté. J'ai commencé à regarder l'ours avec suspicion. À 7 ans, je n'avais pas encore la capacité de discernement nécessaire pour savoir quand un délire ou un épisode était sur le point de m'envahir. Je suis beaucoup plus âgé aujourd'hui, et je vis avec cela depuis des années. J'ai maintenant les capacités d'adaptation et des stratégies que je peux utiliser pour lutter contre ce genre de choses, mais à l'époque, je ne les avais pas. Je fixais les petits yeux en plastique de l'ours, et je sentais qu'il me fixait en retour. Il a son propre esprit. J'ai jeté l'ours à travers la pièce. Il a atterri face contre terre sur le parquet. J'ai alors décidé que je ne l'emporterais pas avec moi dans mon lit. Je le laisserais simplement là, par terre. Je me suis couché, et après ce qui m'a semblé être des heures passées immobiles, un œil rivé sur l'ours, j'ai fini par m'endormir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Peut-être 2 heures, peut-être quelques minutes, mais j'ai été réveillé par un étrange bruit de bois. Je dis de bois parce que cela ressemblait à des brindilles qui se brisent et à des branches qui craquent. Quand j'ai ouvert les yeux, ils étaient déjà tournés vers l'ours, toujours allongé sur le sol. Mais il était en train de changer. Ses membres velus se tordaient et s'allongeaient de manière saccadée et anormale. C'était cela le bruit que j'entendais. Ses bras et ses jambes grandissaient et se contractaient, s'allongeant et s'amincissant comme des pattes d'araignée. Finalement, il a levé la tête du sol, gonflé jusqu'à atteindre plusieurs fois sa taille initiale, et entre ses oreilles duveteuses se trouvait une rangée de dents acérées qui dégoulinaient de bave. Il a ouvert la mâchoire et a poussé un rugissement qui avait tremblé la pièce.
J'ai senti son souffle chaud me frapper le visage et j'ai bondi hors du lit. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis dirigée vers les escaliers. Derrière moi, j'entendais le bois craquer alors que la créature se relevait. Je me suis retournée pour regarder et elle s'est précipitée derrière moi, marchant sur ses pattes grêles et utilisant ses bras arachnéens pour enfoncer ses griffes dans les murs opposés du couloir afin de se propulser vers l'avant. La maison tremblait sous ses grognements. En arrivant à l'escalier, j'ai glissé sur la première marche et j'ai dévalé les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Je me suis tordu la cheville et je ne pouvais plus me relever. J'ai levé les yeux vers l'escalier et j'ai vu cette monstruosité descendre en titubant. Ce n'était plus un ours en peluche, mais une créature ressemblant à un épouvantail, avec la peau d'un ours en peluche tendue sur son squelette en bois. Elle a rouvert la bouche et a parlé. « Il fait beau dans les bois aujourd'hui, mais il est plus sûr de rester à la maison. Car tous les ours qui ont jamais existé s'y rassembleront à coup sûr, car aujourd'hui, c'est le jour où les ours en peluche font leur pique-nique. » J'ai crié et fermé les yeux, me glissant sur le sol comme une limace. J'ai commencé à réciter une comptine qui m'apportait parfois du réconfort lorsque j'avais une crise. J'ai essayé de me rappeler que tout cela n'était pas réel. En montant les escaliers, j'ai rencontré un homme qui n'était pas là. Il n'était pas là non plus aujourd'hui. J'aimerais qu'il s'en aille. En montant les escaliers, j'ai rencontré un homme qui n'était pas là. Il n'était pas là non plus aujourd'hui. J'aimerais qu'il s'en aille. Je me suis répété cela à voix basse, encore et encore. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans les bras de ma mère. Elle me secouait et m'appelait par mon nom. J'ai regardé au-delà de son visage inquiet et j'ai levé les yeux vers l'escalier. Mon père se tenait en haut, l'ours dans les mains. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui maintenant ?» m'a-t-il dit. « Je ne sais pas trop, » répondit-elle. « Je pense qu'il a fait une autre terreur nocturne. »« Évidemment, » dit mon père avec ce ton familier et dédaigneux. « Je vais t'enchaîner au lit, mon garçon, si tu n'arrêtes pas tes conneries. » Il me jeta à nouveau l'ours en peluche et disparut dans le couloir. Ma mère me ramena dans mon lit. Les nuits suivantes, cela se reproduisit encore et encore. L'ours se transformait en monstre, me poursuivait, et ma mère me trouvait cachée dans différents endroits de la maison, tremblant et récitant des comptines. Après la 6e nuit, ma mère supplia mon père de le laisser se débarrasser de l'ours. Elle proposa de le brûler, de l'enterrer, peu importe ce qu'il allait faire. Mon père a simplement souri d'un air suffisant et a dit « Tu brûlerais un cadeau qu'un père a offert à son fils ? Quelle ingratitude !» D'une certaine manière, mon père était encore plus terrifiant que tout ce que mon esprit brisé pouvait imaginer. Malgré tout, les perturbations constantes pendant la nuit l'épuisaient aussi. Il a donc tenu sa promesse de m'attacher à mon lit. La 7e nuit, il m'a attaché avec des cordes et a posé l'ours sur ma poitrine. « Dors bien », m'a-t-il dit en fermant la porte de ma chambre. Peu de temps après, j'ai senti des vibrations sur ma poitrine, alors qu'un grognement grave commençait à s'élever de l'ours. Lentement, sa gueule s'est étirée sur son visage, dévoilant des dents acérées. J'ai immédiatement fermé les yeux et commencé à réciter la comptine. Mais malgré ma voix, je pouvais entendre ce craquement. Il reprenait de plus belle. Il se transformait. J'abandonnai la comptine et me mis à crier. J'appelai ma mère. Je me débattis et tirai sur les cordes jusqu'à ce qu'elle commence à me couper les poignets et que je sente le sang couler le long de mon bras. J'entendais des voix dans le couloir. D'abord celle de ma mère. « Laisse-moi aller le voir, s'il te plaît. Il fait un cauchemar. » Puis mon père a dit « Arrête de le dorloter. Il nous rend tout aussi fous que lui. Tu veux que ça cesse ? Je vais faire en sorte que ça cesse. » Ce qui s'est passé ensuite est un mélange flou d'hallucination et de réalité. À ce jour, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Je me souviens que mon père a fait irruption dans la chambre. Je me souviens que la porte s'est ouverte brusquement et s'est écrasée contre le mur derrière elle. Je me souviens du craquement que faisait l'ours en grandissant. Je me souviens de la voix de l'ours. « Aujourd'hui, c'est le jour du pique-nique des ours en peluche. » Il y eut un cri, mais pas le mien cette fois-ci. J'avais les yeux fermés et je ne cessais de répéter « En montant les escaliers, j'ai rencontré un homme qui n'était pas là. Il n'était pas là. Aujourd'hui non plus, j'aimerais tellement qu'il s'en aille. » Il y eut des grognements, des rugissements, des fracas, le bruit de la chair déchirée et des cris. Puis le silence. Finalement, ma mère entra. Elle m'a vu attaché au lit et s'est précipitée vers moi, retirant frénétiquement les cordes de mes poignets ensanglantés. Mon père était introuvable. L'ours gisait face contre terre sur le parquet, comme la première nuit où je l'avais jeté de côté. Après avoir soigné mes blessures et s'être assurée que j'allais bien, ma mère m'a demandé « Où est ton père ?»
Je l'ai regardé et j'ai simplement secoué la tête. C'était il y a près de 30 ans. La communauté a supposé que mon père avait dû s'égarer dans un état d'ivresse et avoir eu un accident. Des recherches ont été menées dans les bois voisins, mais rien n'a jamais été trouvé. J'ai toujours l'ours en peluche. Depuis cette nuit-là, il ne s'est plus jamais transformé. Ce n'est qu'un ours. Juste un vieil ours en peluche usé, avec des yeux en plastique mort et une fourrure clairsemée. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait peur. Mais je n'étais qu'un enfant à l'époque, et je comprends maintenant que tout cela n'était qu'une illusion provoquée par ma maladie. Cependant, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer, j'éprouve un certain respect pour cette vieille chose. Parfois, les choses les plus effrayantes dans ce monde sont simplement incomprises. Un peu comme moi. Après tout, nous avons tous notre propre esprit.